Fiche technique. Dodge US, année de fabrication 1937. Première mise en circulation en Suisse 1944. Châssis rallongé et entièrement carrossé en 1954. Longueur 5,20 m, largeur 2,20 m, hauteur 3 m. Poids à vide 3 tonnes, chargé 4 tonnes. Moteur 6 cylindres en ligne de 3772 cm3. Double traction avant et arrière débrayable. 4 vitesses non synchronisées nécessitant le double voire triple débrayage. Acheté en 1975 pour le prix de 5 500 francs. Transformation. Isolation interne, peinture, tissu, rideau, cuisinière, chauffage, radiocassette, intercom, table, lit, vitre miroir, moquette. Circuit électrique entièrement rénové. Alternateur, phare longue portée, essuie-glace et clignoteurs électriques, alarme. Moteur et embrayage remis à neuf. Suspension renforcée, servo-frein installé. Nouveau siège avant, nouvelle pompe à essence électrique. Installation d'indicateurs de pression d'huile, de température, de contour, de fusibles, de serrure, de cadenas, d'un treuil mécanique, d'un étau, d'une armoire, de rétroviseur, etc. Le véhicule consomme 74 litres au 100 km. Nous installons un nouveau carburateur et cette fois agite-le réglable en vue des différences d'altitude que nous atteindrons. Maintenant, la consommation se situe entre 18 et 25 litres au 100 km suivant les conditions et environ 35 litres en tout terrain. Enfin, après 2 ans et demi de préparation et un investissement de 6 627 francs en transformation du véhicule et en achat de pièces de rechange d'origine et de matériel nécessaire à 1 an de voyage, nous partons le 30 janvier 1978, juste 2 jours avant la convocation d'expertise du Dodge. Voici la liste des pays que nous avons touchés, mais en réalité dans un ordre plus compliqué, en omettant toutefois le San Salvador car je n'ai pas pu en ramener des images. C'est quoi, la pompe? À B, nous nous arrêtons déjà pour remplacer la pompe à essence. Ça commence bien? Ouais, tout va bien. Non, mais ça va jouer. C'est pas trop grave. Hein? Pas trop grave. Après un inventaire complet du véhicule à la douane italienne, nous nous lançons sur les longues autoroutes de ce pays. Nos premiers contacts se font avec les routiers internationaux. Ils sont vraiment sympas. Nous prenons 2 jours pour traverser l'Italie et nous entrons en Yougoslavie sans problème. 1er février. Nous arrivons dans cette ville d'où nous embarquerons avec le Dodge sur un bateau pour la grande traversée. Jusqu'en 1963, Koper était un petit village. Puis la construction du port et son développement a changé ce village en ville. Cette semaine, c'est carnaval, mais pas pour nous. En effet, nous venons d'apprendre que notre bateau est bloqué en Italie à cause d'une grève générale des dockers. Nous devons l'attendre ici pendant 9 jours. Nous faisons la connaissance de Steve, un journaliste américain et aussi d'étudiants de Koper, dont l'un d'eux nous invite dans son club de cinéma et nous projette des films d'animation qu'ils ont réalisés. Jours et nuits, nous sommes surveillés et contrôlés par la police. Cela va même jusqu'à une fouille complète du Dodge avec un chien. Tous les jours, nous nous postons sur cette colline pour observer la rade et voir si notre bateau n'est pas arrivé. Enfin, le 9 février, le Mikinai 2 est à quai. C'est un bateau de transport de marchandises. Il mesure 140 mètres de long et son poids est de 5 000 tonnes à vide et 13 000 tonnes chargées. Il appartient à une compagnie grecque. 10 février, le Dodge est chargé. Comme il est strictement interdit de filmer ou de prendre des photos dans tous les ports, je me cache pour voler quelques images. À 14h30, la navigation commence.
Nous partons d'abord en direction de Salonique en Grèce. Nous dégustons un vent violent et une mer agitée. La vitesse du bateau atteint les 25 km/h. Le Dodge est solidement attaché mais pas encore bâché. Il se trouve à tribord sur le pont avant, juste en dessous de notre cabine, d'où on peut le surveiller. Notre logement est une cabine de 25 mètres carrés équipée d'un boudoir, d'un petit bureau, d'une table et de fauteuils, de 2 lits avec commode et lumière, et d'une salle de bain avec toilette, lavabo, baignoire avec eau chaude et froide et eau de mer. Elle est à côté d'un salon de 20 places, désespérément vide. Nous apprenons que le Mykinai 2 a été acheté au prix de 3 millions de francs au lieu de 10 millions. La compagnie avait bénéficié d'une crise dans l'armement. Elle possède 40 autres bateaux et 200 agences dans le monde entier. « 14 février. Nous arrivons à Salonique. Malgré le temps couvert, il fait très chaud. La région est balayée par un vent d'Afrique. À bord, en compagnie du capitaine, nous avons goûté au thé et au café grec. C'est très bon. Un petit bateau navette vient nous chercher pour nous emmener à terre. À quai, nous constatons avec étonnement qu'un destroyer américain est amarré devant un bâtiment russe. Pendant que le Mykinai décharge du chanvre en provenance du Brésil et du chocolat brut destiné à la Bulgarie, nous avons 4 jours pour visiter la ville. Cette fois, le Dodge est complètement emballé et le 17 février, nous partons en direction d'Athènes. Le lendemain, à 14 h, nous sommes amarrés dans le port du Pirée. Nous partons visiter Athènes pendant que notre bateau décharge 1500 tonnes de café du Brésil et refait le plein de marchandises et de nourriture. Pour cela, 7 jours seront nécessaires. Nous avons donc largement le temps de visiter Acropolis et commençons à nous lier d'amitié avec le vieux radiotélégraphiste du bateau qui nous fait visiter sa ville. Nous le surnommons Mister Canary, car il s'amuse à faire chanter le canari qui se trouve dans sa cabine au moyen de son émetteur amorce. Il nous invite aussi à déguster du Nescafé glacé, une excellente mixture de sa fabrication. Comme je n'obtiens pas l'autorisation des douanes de sortir ma caméra du bateau, je me borne donc à faire quelques diapositives de souvenirs. Enfin, le vendredi 24 février à 16h30, nous quittons le Pirée. Nous naviguons sur une très mauvaise mer, force 8, et le 27 février, nous arrivons à Civitavecchia en Italie, où nous débarquons. Pendant que le bateau s'en va à Gênes, nous prenons le train pour la Suisse afin de changer mon accumulateur de caméra qui a rendu l'âme et redescendons rapidement en voiture en Espagne, où nous rejoignons le Mykinai à Barcelone. Samedi 4 mars, pendant que l'équipage décharge des marchandises et charge plusieurs tonnes de livres scientifiques destinés à Rio de Janeiro, Mister Canary est victime d'un accident de voiture dans la ville. Pour lui, malheureusement, le voyage se termine ici car il est hospitalisé. Nous visitons aussi cette ville splendide en ne ramenant comme d'habitude que quelques diapositives. Un nouveau passager nous rejoint, il s'appelle Mauricio. C'est un jeune Uruguayen de 16 ans qui retourne dans son pays. Il occupera la deuxième et dernière cabine réservée aux passagers. Les 4 jours d'attente de l'arrivée d'un nouveau radiotélégraphiste à Barcelone nous permettent aussi de graisser des pièces vitales du Dodge qui commencent à s'oxyder.
Les 5 couches de fermeture et protection des cales étant posées, le 6 mars à 17h, nous partons en direction de Gibraltar que nous passerons à 5h du matin. Puis Tenerife aux îles Canaries. 8 mars, premier décalage horaire, 1 heure de moins. 10 mars, 7h du matin. Après avoir navigué sur une mer très calme dans laquelle quelques dauphins sont venus nous rendre une petite visite, nous arrivons à Tenerife. Nous disposons de 6 heures de temps pour visiter un peu le coin et faire quelques achats hors taxes. Ce temps, notre bateau va l'utiliser pour faire le plein, à savoir 834 tonnes de carburant réparties dans 9 réservoirs et 243 tonnes d'huile moteur. Puis les remorqueurs viennent nous chercher et comme à chaque fois, nous admirons leur adresse à nous sortir du port. À 16h, nous quittons l'île pour faire le grand saut sur l'océan Atlantique en direction de Belém en Amazonie brésilienne. Nous avons déjà parcouru 4800 km. Maintenant, les marins se vouent entièrement à l'entretien du bateau et au repos. La traversée va durer 7 jours, ce qui nous donne aussi le temps de mieux faire connaissance avec l'équipage. En premier, le capitaine Nicolaos Bokouvalas, 35 ans. Son bras droit, le premier officier, le chef steward, Staios, le steward, l'élève officier et les marins. Christo, le charpentier, le vieux mécano, le mousse, les cuisiniers et Mystère Canary quand même, le radio. Et pour la première fois sur ce bateau, 2 marins argentins à l'essai, Eduardo et Miguel, avec qui nous nous lions d'amitié. Pour nous, les journées se passent au rythme des repas. Petit déjeuner à 8h, dîner à midi, souper à 17h, et toujours en compagnie du capitaine. 11 mars, nous passons le tropique du Cancer à 3h du matin. Il fait 25 degrés. 12 mars, un poisson volant vient de tomber sur le pont. Pendant plus de 30 minutes, nous observons leur passage à contre-courant. Ils sont de couleur bleue et mesurent 30 cm. Leurs ailes transparentes mesurent environ 20 cm de long. Nouveau décalage horaire, moins 1 heure. 13 mars, les marins grecs entament une sorte de jeûne qui va durer 40 jours, soit jusqu'aux fêtes de Pâques. La nourriture a changé, mais heureusement sans incidence pour nous. Nouveau décalage horaire, moins 1 heure. 14 mars, nous améliorons nos connaissances de la navigation. Ici, le sonar nous indique une profondeur de 360 mètres. Là, la chambre des cartes où l'on nous explique comment faire le point. Ici, le radiotéléphone qui permet de communiquer via satellite. À côté, la centrale d'alarme et les téléphones internes. Nous apprenons que le compas électromagnétique est tombé en panne. L'électricien n'arrive pas à le réparer. Seul le sextant permet au capitaine de maintenir le bateau dans la bonne direction. Il n'endort plus la nuit. La situation est tendue. Sauf pour nous, bien sûr. Nous passons notre temps à dormir, à boire du maté avec Miguel l'Argentin, à jouer de la guitare et de la flûte et à écrire. 15 mars, nouveau décalage horaire, moins 1 heure. La visite continue. Dans la salle des machines, nous découvrons un énorme moteur de 7 cylindres en ligne développant une puissance de 5400 chevaux. Le bruit est infernal et la chaleur atteint 38 degrés. Puis les groupes diesel dont les soupapes cliquettent jours et nuits, entretenus, huilés, graissés par des mécanos qui se relaient 24 heures sur 24. L'électricien découvre que la panne du compas électromagnétique provient d'une fuite d'huile dans le gyroscope. Il ne parvient pas à la réparer. L'axe de l'hélice, impressionnant. Il tourne à 60 tours minute. Les
Les marins et le capitaine sont inquiets, car c'est la première fois qu'ils vont remonter le Rio Tocantins pour atteindre Belém en Amazonie, d'autant plus que le ciel se couvre et qu'il devient difficile de se diriger aux étoiles. La chaleur augmente, la température de nuit atteint les 28 degrés. La ventilation du bateau est enclenchée. Pendant la journée, nous lisons et travaillons sur nos cours d'espagnol, tout en bronzant sur le pont. Mais il y a aussi la couture et les lessives. Quelquefois le soir, nous allons regarder la télévision dans le salon des officiers. Ces nuages nous annoncent un climat tropical. L'eau passe du bleu au vert, puis soudain devient brune. « 17 mars, après 7 jours et 7 nuits de pleine mer, nous voyons enfin la terre sud-américaine. Nous éclatons de joie. À son embouchure, le Rio Tocantins a une largeur de 40 km. Un petit bateau nous amène un visiteur. C'est un pilote du fleuve. Il nous guidera jusqu'à notre destination. Nous passons l'équateur à 11h30 du matin. À 21h, enfin, nous arrivons à Belém. L'équipage fête notre arrivée en buvant et dansant sur de la musique grecque. Quel contraste! Depuis Gibraltar, nous avons parcouru 6700 km à la moyenne de 30 km/h. Samedi 18 mars, 6h du matin, le bateau est à quai. Belém est une ville de 900 000 habitants, perdue au milieu de l'Amazonie brésilienne, que seuls des bateaux et un aéroport relient au monde extérieur. Perdu au milieu de cette forêt amazonienne, il nous paraît incroyable de découvrir des buildings, des Volkswagen de fabrication brésilienne, mais aussi la misère de ces petits vendeurs de chocolat, biscuits et cigarettes, habitant des bidonvilles sales et boueux. 19 mars, nous découvrons aussi les échoppes de rêve, où l'on vend des têtes et des phallus de poissons, des pieds de chèvre, des herbes de toutes sortes, de l'écorce, des racines et de la feiga, le point fermé, symbole macumba. Nous faisons la connaissance de Guy, un Français qui a épousé Gina, une fille du coin. Nous sommes invités chez leur amie Magdalena, qui vit dans le bidonville. Elle nous a offert la seule chose qu'elle pouvait, l'hospitalité. 20 mars, 19h, nous quittons Belém et naviguons en direction de Rio de Janeiro. 21 mars, premier jour d'automne en Argentine. Sur le pont, nous contrôlons le Dodge. Il démarre au quart de tour. 23 mars, le soleil se couche maintenant à 17h30. 25 mars, fête nationale grecque. Les marins ne travaillent pas. Nous trouvons sur le pont un jeune goéland blessé. Nous l'appelons Sticky. Nous lui donnons à boire et à manger et installons dans notre cabine un petit nid au moyen d'une couverture. Malheureusement, nos soins ne suffisent pas et il mourra au bout de 2 jours. Le 27 mars, à 13h, nous nous amarrons au port de Rio. Pendant que le bateau se débarrasse de sa cargaison de papier en provenance de Civitavecchia et se charge de plusieurs tonnes de café, nous profitons des 2 jours à quai pour visiter la ville. Nous apprenons à mieux connaître la vie d'un port ainsi que les gens qui y vivent. C'est pas triste, mais presque. « 29 mars, nous levons l'ancre à 7h30 et naviguons en direction de Santos, que nous atteignons à 22h15.
30 mars, pendant que le Mykinai se charge de corned beef et de fibres synthétiques, nous visitons la ville. 31 mars, nous quittons Santos à 17 h. Il fait beau, mais il y a beaucoup de vent et de grosses vagues. Nous nous occupons à faire de la couture et des lessives. 2 avril, nous arrivons au rad à 19 h 45. 3 avril, nous sommes à quai à 6 h du matin et partons visiter la ville. Misère et prostitution, sans intérêt. À l'aube du 4 avril, nous quittons Rio Grande pour effectuer notre dernier trajet. Nous traversons un énorme orage tropical. Sur le bateau, les marins travaillent comme si de rien n'était. Nous en profitons pour laver le Dodge qui est maintenant débâché. Mercredi 5 avril, nous remontons le Rio Plata et arrivons en rade de Buenos Aires à 14 h 45. Nous totalisons 18 340 km sur mer, soit 29 jours. Mon nom est Nicolaos Boukouvalas. Je suis le capitaine du Mykinai 2. Nous avons fait un très agréable voyage depuis Koper en Yougoslavie jusqu'au dernier port, ici à Buenos Aires. Durant le voyage, nous avons fait de nombreuses escales. Donc, mes passagers, mon cher Edgar et mon cher André, ont eu l'opportunité de découvrir de nouveaux pays et de nouvelles villes. Le voyage s'est fait dans de bonnes conditions et tout s'est bien passé. Et je souhaite à mes amis un très bon séjour en Amérique du Sud. Et c'est tout. « 7 avril à 15 h. Un camion grue est amené à quai uniquement pour débarquer le Dodge. Nous prenons notre dernier repas sur le Mykinai. Ces 2 jours passés à visiter la ville nous laissent un goût amer. Nous sommes pressés de quitter cet endroit peuplé de 10 millions d'habitants. À 19 h 30, nous prenons enfin la route et nous partons en direction du Chili. « 8 avril. Mes premières images sont pour ce héron et cette végétation qui nous ravit. Puis c'est la traversée de la Pampa avec ses fermes, ses éoliennes, mais surtout ses énormes troupeaux de taureaux et de vaches de la race nommée Pi. Après Buenos Aires, c'est la tranquillité. En fait, nous avons quitté cette ville aussi rapidement parce que la tension qui y règne est grande. En effet, dans 2 mois auront lieu les championnats du monde de football à Mendoza. Par conséquent, tous les opposants au régime militaire actuel essayent de faire prendre conscience à l'opinion publique mondiale qu'il existe de graves problèmes politiques et sociaux en Argentine. Pendant les 2 jours que nous étions dans la capitale, il y a eu 2 attentats à la bombe. L'armée et la police sont partout. En roulant sur la panaméricaine, nous avons déjà subi 2 contrôles de police. Alors, en traversant ces grandes plaines de maïs entrecoupées d'étangs et de pâturages, nous dégustons enfin notre voyage. La consommation du Dodge est de 27 litres au 100 à une moyenne de 70 km/h. Dans toutes les stations-service où nous nous arrêtons, le contact avec les gens est fabuleux. On nous offre même une cassette des meilleurs tangos argentins. Cependant, on constate qu'ils ne savent pas réellement ce qui se passe dans leur pays. Ils reconnaissent pourtant que l'inflation est très importante. 9 avril, 2 ennuis de carburateur et 2 contrôles de police. Une distribution de 2 cigares et tout s'arrange. Nous avalons 482 km. Prix de l'essence 57 centimes le litre.
Sur la Paname, lorsque des voitures nous dépassent ou lorsque nous en croisons, les gens nous font des signes de bonjour ou de bienvenue. 10 avril. Dans l'après-midi, nous arrivons à San Martín de Mendoza. Immédiatement, nous avons un contact avec un groupe d'étudiants. André se met à la guitare et le premier échange est musical. Dans rue de Londres, je te tiendrai par la main, je te dirai les choses, puis tout ira bien, bien dans les rues de Londres, je te tiendrai par la main, je te dirai les choses, et puis tout ira bien. Comment peux-tu me dire que tu as du chagrin? Puis nous faisons la connaissance de Gilles, un Français parti depuis un an déjà, et qui, lorsqu'il nous a vus, a eu beaucoup de peine à reparler français. Il nous invite le soir à manger chez ses patrons. En fait, c'est nous qui leur faisons découvrir la fondue bourguignonne. Elle, Céline, est notaire. Lui, Louis, est avocat. Leur fille aînée, très sympa. Et leur fille cadette, capricieuse et exécrable, dont je ne me rappelle évidemment plus le nom. Mais après avoir passé 3 jours chez Céline et Louis, qui en plus nous ont offert des cadeaux, l'appel de la cordillère des Andes se fait sentir. 14 avril. Nous montons enfin dans la cordillère. Gilles nous accompagne car son visa pour l'Argentine se termine. Il lui suffira de passer 3 jours au Chili pour en obtenir un nouveau. Dernier regard sur les gauchos et leurs troupeaux. La montée continue. La route devient sinueuse et parsemée de petites tombes comme celle-ci, placées à l'endroit précis où a eu lieu un accident mortel de circulation. Puis ce sont les problèmes mécaniques. 5 arrêts pour nettoyer le carburateur et un 6e pour changer la pompe à essence. Nous fabriquons un système de siphon par un tuyau reliant un jerrycan installé sur le capot avant au carburateur et tout fonctionne à nouveau normalement. Là-bas, au fond, c'est la frontière chilienne, à 3200 mètres d'altitude, que nous atteindrons en fin de journée. Nous dormons du côté